Conviction. Bienvenue sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je vous souhaite donc la bienvenue sur Conviction, votre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir Bertin Mampaka, sénateur, faut-il le rappeler, le premier sénateur d'origine subsaharienne assiégé au sein de la Chambre haute du Parlement belge. Nous allons donc avec lui évoquer son parcours politique, ses projets, sa vision pour la société belge, et vous forgerez une opinion à la fin de cet entretien. Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour Henri. Alors merci infiniment de répondre à notre invitation. Vous sortez d'un scrutin le 25 mai dernier qui vous a permis dans un premier temps d'être réélu, devrais-je dire, pour la troisième fois député régional bruxellois. Depuis quelques jours, on vous retrouve au Sénat, mais nous allons y revenir bien évidemment tout à l'heure. Alors avant d'évoquer votre trajectoire politique, pourriez-vous d'abord nous parler de vous? Qui est Bertin Mampaka? C'est ce que beaucoup de gens ignorent. On connaît celui qui distribue les flyers à Matongé, celui qui essaie de répondre à un programme politique. Je suis né à Kinshasa, je suis originaire du Kassai occidental, pardonnez-moi de le préciser, parce qu'on m'en a déjà voulu de l'avoir précisé. Je suis fils d'un parlementaire congolais qui est lui-même fils de chef de chefferie. La chefferie en question s'appelle Lombelo, elle est située à Demba, dans le district de Loua, au Kassai occidental, je l'ai dit, en République démocratique du Congo. Donc j'ai maintenant 57 ans, par la grâce de Dieu, je suis professeur d'économie dans une autre école, de la communauté française du Hainaut à Mons, 13 avenue Mestrio, car c'est là que je fais mon boulot de professeur d'économie, d'économie financière, de comptabilité, de tous les cours d'économie, comme vous le savez, dans l'enseignement supérieur, auxquels j'ai le droit de dispenser notamment. Je suis donc marié, père de 2 enfants, et j'étais frère et sœur. Mon père était polygame, il a eu 8 femmes. Le pauvre, avec 8 femmes, il n'a eu que 13 enfants. Donc j'ai une sœur. C'est déjà pas mal. Ce n'est pas assez pour lui, et je crois que je serai à sa place, j'aurai plus davantage d'enfants avec 8 femmes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Moi, je suis monogame, je précise, j'en ai qu'une. Nous sommes heureux de le savoir. J'en ai qu'une, et je suis marié avec elle depuis 35 ans maintenant. Elle est belge de souche, n'est-ce pas? Et cet après-midi, je discutais avec une collègue européenne, qui s'appelle Marilyn, qui travaillait avec moi, que je connais depuis près de 25 ans. Je lui demandais les nouvelles de son homme. Elle me dit, il est parti, lui, c'est déjà Franck maintenant. Je lui dis, mais tu as ton 40e. Elle a son 6e homme depuis le temps que je la connais. Et moi, j'ai toujours la même femme européenne depuis le temps que je connais. Alors, la réputation qu'on me fait par rapport à elle, qui a changé si peu d'hommes, qui est polygame. Alors, Bertin Mampaka, le virus de la politique, vous l'avez attrapé, c'est indéniable. Mais dites-nous quand est-ce que cela s'est produit? Ben voilà. Pour revenir à des choses beaucoup plus sérieuses, la politique, je ne pense pas il y a des prédispositions, je crois aussi. Il y a l'environnement culturel. Mon père a fait de la politique dès son jeune âge. C'était le président de la jeunesse lumumbiste à Kinshasa. Il a été exilé en Guinée, au Ghana, en Égypte, au Caire, avec Nkrumah, les Nasser. D'abord chez Nkrumah, parce qu'Nkrumah était le premier à dire, à Sékou Touré, pardon, à dire le 3 points à De Gaulle. Donc les non-alignés, je ne dis pas que c'est là que m'est venue la politique, mais mon père s'est engagé très 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 jeune. Et pour dire à vos téléspectateurs, avec tes illustres oncles, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais le dire pour une première fois sur la télé, avec ton défunt oncle. Il a travaillé, il était plus âgé que mon père, et mon père était le plus jeune de... Zouch Emmanuel. Tout à fait. Donc mon père était le jeune, le plus jeune, n'est-ce pas? D'ailleurs, il me l'a raconté un jour. Je ne t'ai jamais raconté ça d'ailleurs. Non, c'est la première fois. Ni à tes oncles, ni à personne. Ni à ta tante, peut-être que nous avons évoqué ça. Donc il a commencé à cette époque-là. Et quand il est allé mourir, je crois en Bujimaï, mon père, on était venu le chercher pour l'embarquer aussi. Il était le président de la jeunesse lumumbiste à Kinshasa. Donc mon père a failli passer avec ton oncle déjà à l'époque. C'est peut-être que là vient c'est peut-être de là qu'il vient la passion de la politique, peut-être. Alors, que de chemin parcouru. Parce que, bon, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. En 2004, vous êtes élu pour la première fois député régional bruxellois. Vous allez réussir cette performance, il faut bien le dire, d'être réélu 2 fois
Hein. Mais pourtant, là, pour le coup, en 2012, je crois, fin 2012, on vous retrouve au Sénat. Vous allez nous dire comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé au Sénat, parce que vous savez, nos amis internautes ne sont pas tous rompus aux subtilités de la politique belge. Vous êtes réélu donc le 25 mai au Parlement bruxellois. On vous voit prêter serment, on vous voit siéger au perchoir, et puis, même pas qu'à au Sénat. Expliquez-nous ça. Oui, je crois que c'est très technique et très long à expliquer aussi parfois. Il faut rappeler qu'en Belgique, on peut cumuler certaines fonctions. Les gens me connaissent davantage dans la fonction d'échevin. Pour devenir échevin, il faut d'abord être le conseiller municipal. Et ça, j'ai eu le bonheur pour la première fois, avec Mijan et Mandaïla, d'être parmi les 3 premiers à être élus. Moi, la différence, c'est que j'étais dans la plus grande commune de Bruxelles, c'est-à-dire la ville de Bruxelles. Je suis échevin, et en 2004, je suis conseiller communal, pardon, en 2000, et en 2004, je deviens échevin, et en 2004, je me fais élire aussi député bruxellois. Donc, je cumule les 2 fonctions. Tout cela jusqu'en 2012. N'est-ce pas? De 2004 à 2012, je cumule les 2 fonctions d'échevin et des députés bruxellois. Mais échevin est un poste beaucoup plus visible, en tout cas celui de la ville de Bruxelles. Donc beaucoup de gens ignoraient que j'étais même parlementaire. Ce qui dérangeait beaucoup de gens dans mon parti, d'ailleurs, ce cumul que les écolos ont légiféré aujourd'hui pour que ça ne puisse plus arriver. Certains s'en mordent les doigts. Certains s'en mordent les doigts. Mais j'étais un privilégié. Je crois que dans ma catégorie aujourd'hui, chez les étrangers, on n'aura plus beaucoup de gens qui pourront avoir le loisir de pouvoir cumuler des fonctions aussi importantes avec, sur une place publique aussi visible. Donc, en 2012, notre ami Yvan Mayer, socialiste bourgmestre de la ville de Bruxelles, qui était président du CPS au départ. Voilà, qui était président du CPS et qui était partenaire avec nous, choisit de nous mettre dans l'opposition, c'est-à-dire qu'il préfère les libéraux d'Alain Courtois à la ville de Bruxelles. Et nous sommes, malgré notre succès électoral municipal, car nous n'étions pas battus, nous n'avions pas perdu les élections municipales 2012, nous nous retrouvons dans l'opposition. Ça s'appelle les jeux d'alliance, parce qu'il faut 51% pour siéger ou pour avoir un bourgmestre. Cela me ramène donc à des rotations de chaises musicales à l'intérieur de mon parti. Benoît Serex, jusqu'alors ministre de l'économie, doit retourner à Olivier Saint-Pierre. CDH, il faut bien le rappeler. Tout à fait, CDH. Et son départ dans sa commune crée un trou au CDH. Donc, je suis candidat au poste de ministre pour le remplacer. Lui-même, comment dirais-je, son départ entraîne le mouvement avec Julie Desgrottes qui gérait le Parlement de la communauté française. Et notre éviction à Facifiri, à Milké, à moi-même de la ville de Bruxelles fait qu'on doit nous caser quelque part, parce que être simple parlementaire, c'était un peu ennuyeux pour des gens comme nous. Des hommes de terrain. Voilà. Simple parlementaire, c'était un peu ennuyeux. Et voilà comment est-ce que, en concertation entre nous 3, et surtout avec le président du parti, Benoît Ludgen, moi, il m'a été confié la tâche d'aller au fédéral. Il faut rappeler que c'est une élection à laquelle aucun noir n'a jamais été élu. Même moi, je n'ai jamais été élu au fédéral. J'ai fait 4 élections au fédéral. Je n'ai jamais pu être élu parce qu'il n'y a pas assez d'électeurs subsahariens ni les moyens conséquents pour un Africain mener une campagne au niveau fédéral. Donc, je me retrouve au Sénat par le biais, pas de la cooptation, mais de 2 élections en interne où on me désigne du Parlement bruxellois en communauté française. De la communauté française, je suis désigné par les 16 wallons et bruxellois du CDH pour aller au Sénat. Voilà comment je termine la législature précédente au Sénat. J'y ai pris goût depuis le 25 mai, comme vous le disiez, avec une élection, je dirais, moyenne, réélection moyenne. Donc j'ai pu quand même justifier à l'intérieur du parti et susciter surtout une confiance de ses pairs. La première élection était le 25 mai, et je suis très fier de pouvoir le dire, être élu par tous les parlementaires CDH de la région bruxelloise, d'abord pour aller au perchoir du Parlement bruxellois, ensuite pour aller en communauté française, ensuite de là aller au Sénat, c'est tout le CDH, avec la permission du président bien sûr, qui me désigne. Donc c'est une élection au second tour. Les sénateurs ne sont plus désignés par le peuple, ils sont désignés par leurs collègues parlementaires, un peu comme au Congo. Et ça, c'est un grand honneur. C'est aussi la preuve d'un travail reconnu en interne par les Européens, de mon parti, de mon ancienneté, de ma rigueur, si je peux dire comme ça, mais surtout de la fidélité au parti. Moi, je n'ai pas changé de parti, et j'espère ne pas pouvoir en changer, je ne compte même pas. Alors, à l'heure actuelle, donc, vous siégez donc au Sénat. Alors, quid de votre siège de député régional bruxellois? Alors, Henri, je suis obligé de te dire ça avec des mots courants, comme on dit. Je suis un super parlementaire. Nous sommes heureux de l'apprendre. Oui. Nous sommes 50 super parlementaires parce que
nous siégeons toujours dans nos assemblées de base qui nous ont élus. Par exemple, moi je suis toujours aussi, en plus des sénateurs, député bruxellois. Mais attention, avec, comment on appelle, un gâteau sous la cerise, comme tu l'as dit si bien, je suis au perchoir, le premier secrétaire du Parlement bruxellois. D'ailleurs, la photo est assez belle à voir. Fouad Haïdar, le Marocain d'origine flamande, qui est le premier vice-président à droite de Charles Piquet, et Bertin Mapaka, à la gauche de Charles Piquet, au perchoir du Parlement bruxellois. Ça serait bien que tu viennes filmer ça une fois. Alors c'est tout à votre honneur, Bertin Mapaka. Et donc là, pour le coup, premier secrétaire du Parlement régional bruxellois d'origine subsaharienne, premier sénateur, mais c'était déjà le cas lorsque vous avez été donc désigné par vos pairs fin 2012, début 2013. Alors on va peut-être revenir sur vos années comme échevin à Bruxelles ville. Je rappelle de 2004 à 2012, si je ne m'abuse. Alors quel bilan revendiquez-vous aujourd'hui avec le recul? Il paraît que l'expression échevin n'était pas très connue dans mon pays d'origine, le Congo. Et même en l'expliquer alors. Et même dans d'autres pays. C'est-à-dire que la fonction d'échevin, c'est-à-dire les adjoints au maire, comme on dirait à Kinshasa, les vice-gouverneurs aujourd'hui, pour juste transposer, n'était pas connue. Donc le bilan que que je revendique, celui que je demande, qu'on me reconnaisse, c'est celui d'avoir donné goût et passion aux minorités subsahariennes tout entières, du Congolais en passant par le Sénégalais, les Guinéens, les Camerounais, les Tchadiens qui ont des élus aujourd'hui. Je leur ai donné goût à vouloir faire la politique en Belgique. Quand j'ai commencé à Rinzouzi, on me disait par des aînés à moi, Congolais, Kassaïens d'ailleurs, pour la plupart, tu as osé te présenter aux élections en Belgique. Oser, le mot oser. Ce n'était pas interdit, mais il fallait de l'audace pour le faire. J'ai fait un choix. Retourner à Kananga, à Demba précisément, circonscription électorale de mon père, et me présenter aux élections. J'allais rencontrer Moulanga Lameda à Wakabanga, j'allais rencontrer Kadima Loussé, mon cousin Benjamin Boana, je ne connaissais pas ses ambitions, j'allais me disputer avec mon cousin Modeste Motinga, vous voyez tous les gars que j'allais aller bousculer au Congo pour faire de la politique et répondre. Modeste Motinga qui est sénateur aujourd'hui. Qui est sénateur et rapporteur du Parlement congolais, donc il faut élargir les gâteaux au lieu de se tuer sur la même bête, donc j'espère qu'il me reconnaît au moins l'aptitude d'avoir refusé d'aller l'embêter. Bon, Motinga c'est encore pire, c'est pratiquement le même village, donc on allait diviser la famille en deux. Alors je me suis dit, mon père mort n'y trouverait pas dans tout ça un exploit, que je puisse m'approprier son fauteuil, hériter de sa circonscription électorale. Je n'aurais pas eu plus de mérite. Rappelons qu'il était chef de chefferie, n'est-ce pas? C'est pas chef coutumier, c'est très important à préciser. Chef de chefferie, c'est autre chose que chef coutumier. Donc, le chef de chefferie, c'est celui qui est sur les autres chefs, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit, je vais faire de la politique donc en Belgique. Et je crois que le bilan qu'on peut retirer de cette échevin-là, c'est d'avoir donné à tous les autres Congolais l'envie de pouvoir le faire. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que sur le plan matériel, vous avez vu que les Diables Rouges sont allés jouer au Brésil. Mais que quelqu'un vienne me contester, que Mapaka revendique d'avoir presque détruit et construit tout seul toutes les aires sportives du Stade Roi-Baudouin, envers et contre beaucoup, et que j'ai été chercher l'argent au fédéral, 6 millions d'euros pratiquement, pour reconstruire une nouvelle aire de jeu, pour faire des espaces d'athlétisme et faire venir Usain Bolt, etc. Ça, c'est du concret. Vous étiez en fait échevin des sports. Rappelez l'étendue de vos compétences. Voilà, j'étais échevin des sports entre autres. C'est 7 plaques avec le nom de Mampaka, inaugurées par Freddy Tillemans et Bertin Mampaka, échevin des sports. Ça existe, ça c'est pas. J'aimerais d'ailleurs qu'un jour vous alliez filmer ça un peu. Donc j'avais un fantasme, celui du black qui laisse un nom sur un mur à Bruxelles pour montrer que l'Africain n'était pas si fainéant que les gens pouvaient le dire. C'est 850 logements construits et rénovés. Vous voyez, devant la gare du Nord, le bâtiment Suez moderne qui est là, le logement qu'il y a derrière. C'est quand même Mampaka qui a signé tous ces contrats avec les entrepreneurs divers, etc., etc., avec la régie foncière que j'avais en charge, c'est-à-dire le patrimoine de la ville. C'est des logements concrets construits. Personne ne vient contester ça. Ni les adversaires politiques, qu'ils soient socialistes ou libéraux, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on ne voit pas dans la communauté congolaise, mais ce sont des choses concrètes qui ont été faites. Aujourd'hui, quand j'arrive dans la communauté sénégalaise, guinéenne ou ouest-africaine, je me fais klaxonner, pas méchamment. Hein. Bonjour Mampaka. C'est des centaines d'emplois dans l'administration publique. Henri Désiré Nzouzi, j'avais oublié de t'appeler Désiré aussi. Hein. Henri, va chercher mon flyers de 2000 quand j'étais candidat. Je disais ceci. Saviez-vous que la ville de Bruxelles est un haut lieu de discrimination? Point d'interrogation.
4200 enseignants, pas un seul noir. 4800 fonctionnaires, pas un seul noir. 13 conseillers CPS, pas un seul noir. 47 conseillers communaux, pas un seul noir. 2500 policiers, pas un seul noir. C'est ça mon tract de 2000. Aujourd'hui, Henri Zouzi, nous sommes de 2000 en 2015, 14 aujourd'hui. Ça fait 14 ans. Je revendique, et je te regarde toujours dans les yeux, je revendique la présence de tous les Noirs, même ceux que je n'ai pas engagés, n'est-ce pas, moi-même directement, n'est-ce pas, à la ville de Bruxelles. Et ils seront heureux de l'apprendre. Je crois qu'ils vont beaucoup râler parce qu'ils disent qu'ils ont des mérites pour la plupart, et j'en connais beaucoup que j'ai fait engager et qui le lendemain disaient que c'est parce qu'ils sont intelligents, mais enfin quand même ils sont passés, ils ont fait un tour dans mon bureau avant d'y aller, n'est-ce pas. Donc, je revendique l'ouverture de la ville de Bruxelles, tout simplement. La ville de Bruxelles, son ouverture par rapport aux minorités. Aujourd'hui, vous arrivez à l'état civil, c'est-à-dire au guichet, pour changer votre passeport, pour prendre votre carte d'identité, vous trouvez un Africain quelque part. Avant que je ne devienne échevin, il n'y en avait pas du tout. Est-ce que c'est pas correct ce que je dis là? Est-ce que c'est pas revendiquable? En tout cas, on l'aura compris, le bilan, votre bilan en tout cas, de votre point de vue, est positif. En tout cas, ceux qui ont eu l'opportunité, bien évidemment, d'y prendre part, en tout cas, apprécieront comme il se doit. Alors, je crois qu'il serait intéressant aussi que nous ayons votre point de vue sur l'avenir de la Belgique, parce qu'on en parle beaucoup, avec notamment cette poussée extraordinaire de la NVA à l'issue des élections du 25 mai dernier. On parle de plus en plus de confédéralisme à cause des tensions communautaires récurrentes. Quelle est votre vision de la Belgique de demain, aujourd'hui, et du poste d'observation qui est le vôtre au Sénat et au Parlement régional bruxellois singulièrement? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pensais que tu allais me demander l'avenir de la communauté subsaharienne et congolaise particulièrement. Nous y reviendrons. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la Belgique, je pense qu'il est très important, mais je parle à titre individuel. Je suis derrière mon président des partis, Benoît Loudjen, et nous avons voté au bureau politique. Moi aussi, j'ai participé et j'ai pris part au vote pour savoir si nous allions monter avec la NVA et les libéraux au pouvoir ou pas. Dans les conditions où la NVA et les libéraux nous ont donné la note après avoir organisé des fuites et qui n'ont pas pris en considération les demandes du président Benoît Loudjen, on n'a aucun regret de monter dans un gouvernement où nous aurions été le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'on nous aurait pris pour faire le nombre. Mais si on veut nous pendre pour qu'on tienne compte de nos considérations, de nos avis, on n'a qu'à les changer. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais enfin, ça c'est la décision de Loudjen, etc., etc. Je pense qu'il est important que la NVA puisse gouverner encore une deuxième fois la Flandre. Un sondage sorti aujourd'hui même prouve que 70% des jeunes flamands souhaitaient que la Belgique reste unie. Pire, ils espèrent que certaines compétences qui ont été données aux gens soient rendues au fédéral. Sondage d'aujourd'hui. Pourtant, ça fait 5 ans que l'NVA est au gouvernement flamand. Quel est l'avenir de la Belgique? J'espère que l'NVA va monter au gouvernement fédéral, qu'un gouvernement va se former assez vite, que les libéraux qui n'ont plus beaucoup de choix vont monter, n'est-ce pas? Et que quand ils auront appliqué le remède, merci, quand ils auront mis le remède en place, n'est-ce pas, les Belges jugeront 5 ans après, n'est-ce pas? Ils jugeront 5 ans. Je ne sais pas où ce que nous serons. Nous sommes déjà dans les communautés françaises et consorts, mais j'espère que les Belges jugeront. Je ne crois pas que la Belgique va éclater. Nous sommes en train de mettre un nouveau Sénat en place aujourd'hui, dans lequel nous devons mettre un contenu. Moi, je suis de ceux qui disent que le Sénat n'est pas mort, comme certains le disent. Ce n'est plus devenu une chambre de réflexion. Des questions importantes, institutionnelles, n'est-ce pas, constitutionnelles, vont nous revenir. Je ne suis pas juriste, je suis économiste. En la matière, je pense que nous allons travailler. Si on n'a pas eu boulot tout de suite, on en aura certainement avant la fin de la législature. Je suis convaincu. Donc la Belgique n'ira pas beaucoup mieux. Moi, je suis un pessimiste de nature, en général. C'est-à-dire que notre niveau de vie est en train de baisser, va continuer à baisser. Je pense profondément, et ça c'est l'économiste qui parle, et le professeur par ailleurs d'économie qui parle. Je crois que nous fûmes jadis deuxième puissance économique mondiale, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la Belgique n'a plus les moyens de se payer une sécurité sociale comme nous avons aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'on habite les États-Unis et qu'on vienne se faire soigner en Belgique, alors qu'on pourrait aller en Angleterre, pour une question de langue. Je pense que nous ne pourrons plus nous payer ce que nous payons aujourd'hui. En termes de protection sociale surtout, en termes de facilité. J'ai comparé une fois les avantages sociaux entre le Canada et la Belgique. Un candidat réfugié politique dans notre pays, il est rémunéré. Aux États-Unis, la première puissance du monde, je ne pense pas qu'il soit rémunéré, si j'ai bonne mémoire, à moins que ça a changé, et que ce soit en fonction des États. Les allocations familiales en France sont données jusqu'à l'âge de 18 ans ou 20 ans maximum. Chez nous, ils peuvent être données jusqu'à l'âge de 29 ans quand on fait des études de médecine. Un étudiant congolais qui arrive en Belgique pour faire des études légalement, qui a 12 enfants, bénéficiaire des allocations familiales pour 12 enfants, n'est-ce pas? Ça ne se passe pas comme ça aux États-Unis ou dans d'autres pays ailleurs.
Alors, je donne un exemple, hein. Je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Un chômeur de 50 ans qui n'a pas de travail, qui est rémunéré 1200 euros par mois, qui n'a pas l'obligation de se réveiller et d'aller répondre au contrôle au quotidien pour montrer qu'il n'a pas d'emploi, je ne crois pas que ça va continuer longtemps. C'était un professeur d'économie, je ne dis pas un homme d'expérience, j'assumais beaucoup de fonctions dans ce pays, je suis un homme, je crois, raisonnable, peut-être un peu vif, mais je crois quand même raisonnable, n'est-ce pas? Je pense que ce pays n'a plus de moyens de se payer ça. D'accord. Je ne suis pas un libéral, hein, n'est-ce pas? Je suis un humaniste. Donc, c'est quoi la Belgique de demain? C'est une Belgique avec quand même des réformes diverses sur le plan fiscal, sur le plan social. Et dans tout ça, la conséquence par rapport aux communautés subsahariennes. Alors précisément, quel rôle et quelle place pour cette communauté, cette diaspora africaine, et singulièrement la communauté congolaise, pour qu'elle puisse par exemple gagner en influence, être mieux représentée et jouer tout simplement pleinement son rôle, parce qu'elle contribue quand même, il faut bien le dire, à la richesse nationale. Ah ben ça c'est ton point de vue. Je crois que Barre de Verre ne serait pas d'accord, parce que la communauté congolaise est majoritairement en Wallonie, et il considère que la Wallonie vit au-dessus sous le compte de la Flandre. Donc ton affirmation est très osée, Henri, parce qu'il faut compter le nombre des personnes qui travaillent dans notre communauté. Il y a beaucoup de problèmes de précarité, il y a beaucoup de problèmes de chômage, de discrimination, de vexations, de violations des droits au quotidien. Ceux qui travaillent souffrent beaucoup, beaucoup, ne sont pas respectés. Et je rencontre de plus en plus des cadres congolais et africains qui sont de plus en plus dépressifs dans leur emploi, d'autres qui préfèrent aller faire un petit champ en Afrique plutôt que de rester cadre à la CNCB ici, tellement ils ont vu de violations. Donc j'ai le sentiment que la communauté subsaharienne, plus la crise va en s'augmentant, plus le pays de l'Est nous offre de la main-d'œuvre surqualifiée à de bons marchés, ça s'appelle la loi Bolkestein, n'est-ce pas? La fameuse directive Bolkestein. Voilà, la directive Bolkestein. J'apprends même qu'aujourd'hui, certains présidents de CBS renvoient tout simplement des aides-soignantes d'origine subsaharienne et préfèrent les Roumaines qui ne parlent pas un mot de français, néerlandais, parce que tout simplement, ils sont de la même culture. Donc, par rapport à la communauté subsaharienne, je ne dis pas que j'ai un plan. Je suis un pessimiste pour la deuxième fois dans votre émission en disant, si la communauté congolaise particulièrement, qui est la plus importante, qui n'est pas la plus forte, parce qu'aujourd'hui, la commune d'Ixelles, c'est 4 élus subsahariens. Il n'y a pas un seul Congolais là-dedans. Vous avez un Guinéen, Béa Diallo, mon confrère, qui est très brillant, qui est échevin, qui est élu comme moi avec le même score aujourd'hui. Vous avez 2 Burkinabés. Le Burkina Faso, c'est la 50e, je veux dire, communauté africaine, sous Bruxelles. Vous avez Ken Ndiaye, mon frère sénégalais, sympathique, qui n'a rien demandé. Et le voilà siégeant comme conseiller municipal à Ixelles, commune symboliquement connue comme appartenant au Congolais. Moi, je suis très pessimiste, et ce que je vous dis là, je l'ai dit pendant la campagne. Aujourd'hui, je suis pratiquement seul. Alors, vous faites le constat, mais quel conseil donneriez-vous justement pour que cette situation puisse changer, tout simplement? Je pense que les autorités congolaises au pays ont une responsabilité dans l'évolution, oui, dans l'évolution et dans la, comment dirais-je, dans la stabilisation de la communauté subsaharienne. Toutes les subsides ne doivent pas tous venir du pouvoir ou de politique belge. Je pense que du Congo, on peut nous aider ou aider cette diaspora à pouvoir... De quelle manière? De quelle manière jadis, du temps de Mobutu, nous avions ce qu'on appelait un centre culturel ici. Monsieur Kimbulu, qui devint plus tard ambassadeur, c'était d'abord un responsable du centre culturel, qui permettait à l'associatif congolais de se retrouver. Tous nous étions dans la JMPR, mais nous étions organisés dans la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, à travers Mons, Liège, Charleroi, etc. C'est comme ça que la communauté congolaise a été constituée jadis pour les derniers. Aujourd'hui, nous avons des associations de Mama Moziki, je ne sais pas, 100 kilos, des Moziki étoiles, des Moziki brillants, des Moziki mamie, etc., etc. Tout cet tissu associatif qui est dispersé, il ne doit pas être unifié. Il doit être stratifié, organisé, structuré à un moment donné pour lui donner les moyens d'aller être en compétition auprès des pouvoirs subsidiaires. Je vais dire ceci. Avec un peu d'aide venant d'Afrique ou du Congo, à travers l'ambassade ou un centre culturel, on peut structurer l'associatif africain. La Belgique est un pays d'association, n'est-ce pas? C'est un pays d'association. Les mutuelles sont des associations. Les partis politiques sont des associations de fait, n'est-ce pas? En Belgique, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas organisé au travers d'une structure associative forte, intelligente, avec des gens professionnalisés. Nous devons avoir des associations qui ont des psychologues, qui ont des assistants sociaux, qui s'occupent des problèmes d'éducation de nos enfants, n'est-ce pas? Au lieu de laisser cette tâche délicate, culturelle, profondément délicate dans la croissance de l'enfant, à une jeune assistante sociale de 22 ans,
venant de Charleroi, n'est-ce pas, sorti de son école, et qui viendrait dire à un papa congolais de 45 ans et à sa femme de 42 ans comment résoudre des problèmes, des conflits familiaux qui naissent aujourd'hui dans un environnement différent. On n'a pas beaucoup de temps pour expliquer toutes ces choses-là. Tout à fait, on va conclure d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire, l'avenir de la communauté vraiment congolaise passe par une organisation, structuration de l'associatif, pas par une union de Congolais, n'est-ce pas? Mettons-nous d'accord. Pas par une union de Congolais, par une organisation, une structuration de l'associatif. Dans quel but? Dans le but de pouvoir stabiliser la diaspora congolaise. À Bruxelles, à Paris, en Hollande et dans tous les autres pays. Et pourquoi stabiliser la diaspora congolaise? La stabiliser pour qu'elle devienne productive et qu'elle devienne contributive, n'est-ce pas, à l'économie de la Belgique d'abord. Et une fois qu'elle est devenue contributive dans une économie qui est en voie de déliquescence, n'est-ce pas, elle pourrait devenir, comme on appelle, c'est la diaspora qui devient... J'ai dit un jour à un ami qui est gouverneur dans le Kivu, je le salue d'ailleurs, pour ne pas le citer Marcelin, mais avant qu'il ne devienne gouverneur, je lui ai dit un jour, Marcelin, les investisseurs du Congo de demain, ce ne sera plus des Portugais qui partent de chez eux avec un pantalon de chemise et qui viennent emprunter l'argent à Kinshasa, qui deviennent des investisseurs au Congo. Non. Les investisseurs de demain, pour moi, ce sera des cadres de 60 ans, de 40 ans, des jeunes, n'est-ce pas, qui, bourrés d'expérience en Europe, n'est-ce pas, vont peut-être hypothéquer leur maison pour faire un prêt personnel, pour aller construire, je vais dire, une scierie, je ne sais pas, Kakenge ou à Moïka, ou je ne sais pas encore en Bandaka. Donc, toute la diaspora, il faut lui donner les moyens de ramener son expertise et son capital personnel. Ceux qui ont acheté des maisons peuvent les hypothéquer, ceux qui n'ont pas encore acheté peuvent, s'ils ont un travail, faire un emprunt pour aller investir proprement au Congo. Pas seulement amener leur expertise, mais amener des biens et matériels pour construire. C'est pour ça que cette diaspora doit être traitée autrement. Nous ne sommes pas des ennemis de ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, eh bien, c'est la fin de Conviction. Merci infiniment de votre attention, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous avez donc eu cette occasion de pouvoir faire la connaissance de Bertin Mampaka, sénateur, député régional bruxellois, conseiller communal à Bruxelles. Et bien, quant à moi, eh bien, je vous retrouve à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Conviction.